Donc, comme je disais, donc toi, tu es fondatrice, rédactrice en chef de Gras Magazine. Donc, quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à créer à créer ce magazine? Ouais. Alors, je crois que je n'avais pas commencé à répondre, donc je vais reprendre au début. Donc moi, à la base, je suis journaliste de formation. J'ai vraiment une formation très classique dans une école. Et à ma sortie d'école, j'ai assez rapidement repris la rédaction en chef d'un magazine qui s'appelle Home, Mhm. que certaines personnes connaissent peut-être parce qu'on y parle beaucoup d'artisanat et beaucoup de céramique. Ouais. Et donc, je me suis occupée de ce magazine pendant 4 ans. Et moi, j'adorais l'artisanat à la base. Et bon, on parlait déjà d'artisanat dans le magazine quand je l'ai repris, mais je l'ai vraiment poussé dans cette direction-là. Je voulais aussi ouvrir le magazine sur des thématiques comme le bien manger, la slow food, le slow travel, etc. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans, mais j'étais dans un contexte, on va dire, de presse assez conventionnelle, donc de la presse nationale, du gros tirage, Oui, euh, des règles à respecter, quoi. exactement, donc dans un cadre avec une hiérarchie, un directeur de publication, une éditrice. Donc, malgré la grande liberté que j'avais, parce que j'avais une grande liberté quand même de faire ce que je voulais, moi, j'avais envie de faire mon magazine à moi, de pousser plus loin cette ligne éditoriale engagée, d'aller vraiment plus loin dans la liberté de ton, dans les sujets, dans la forme aussi. Et moi, j'adore la presse indépendante anglo-saxonne. Je suis très inspirée par ce qu'ils font parce que, évidemment, il y a plus, voilà, il y a plus de marché. Donc, le marché est beaucoup plus développé. Oui, il y a Et plus de concurrence, donc tu es obligé au final d'aller rechercher des pistes improbables. exactement. Et j'ai toujours eu envie, en fait, de créer mon magazine indépendant. Et donc, à un moment, bah, j'ai décidé de le faire. Voilà. Et donc, Ok. ça a pris un peu de temps quand même. Hein. Ça se Ben, fait pas comme ça. c'est long à trouver aussi les collaborateurs, trouver Ouais. exactement le style, le ton, ça ne doit pas être évident. Oui, oui. Et puis, donc, il faut rassembler toute une équipe autour de soi. On a fait une campagne que j'ai préparée quand même assez longuement en amont, presque pendant ouais, 4-5 mois peut-être avant. Et ça demande beaucoup de temps. Voilà, c'est quand même un objet qui demande un certain financement de départ parce que l'impression, Ben enfin, oui, le budget oui, tu es impression, obligé de t'engager sur tant de parutions et oui, ça tu peux. exactement, exactement. Et nous, on a décidé vraiment de faire un bel objet. C'est ce qu'on avait envie de, enfin moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire un magazine avec un beau papier, un magazine qui dure en fait, qu'on puisse garder dans sa bibliothèque, qu'on puisse relire au fur et à mesure des années. Donc ça demande un budget d'impression vraiment très conséquent. On ne se rend pas forcément compte, mais Grain, on l'appelle magazine, mais c'est plus proche de ce qu'on peut appeler une revue, donc entre un livre et un magazine. Mais ça coûte environ 10 fois plus cher à imprimer qu'un livre. Donc voilà. Ouais. Et également, nos budgets de contributrices, parce que c'est majoritairement des femmes, sont beaucoup plus élevés aussi que pour un livre. Donc voilà, c'est un objet financièrement assez important à porter. Donc voilà. Et je reviens peut-être à la base de ta question. Tu me demandais pourquoi je voulais créer ça. Bah parce que je trouve que la revue, c'est un objet, comme tu disais, assez intéressant. C'est un objet qui force à se poser, qui force à prendre le temps de lire. C'est un objet voilà, qui dure, pour moi, qui fait sens dans ce sens-là. Et, et ce que j'avais aussi vraiment très envie de faire, c'est d'avoir une grande liberté de ton. Donc, dans le magazine, il va y avoir des essais. Moi, j'avais très envie de laisser des gens prendre la plume et dire je. Et ça, c'est quelque chose en journalisme qu'on ne nous incite pas du tout à faire. Au contraire, on est censé porter une certaine neutralité de l'information, qui moi, Oui, je pense. représenter la structure, représenter le magazine et pas forcément la journaliste en elle-même. Oui, oui, puis même quand tu es journaliste, tu vois, tu n'es pas censé dire je. Tu n'es pas censé dire
parler de tes émotions ou parler de ce que, je sais pas moi, une nouvelle, une information peut te faire. Par exemple, quand on parle d'écologie, il y a quand même beaucoup d'anxiété, de culpabilité, enfin voilà, toutes ces émotions-là. Et moi, j'avais très envie qu'on remette de l'émotion dans ces enjeux-là, qu'on dise jeu, qu'on fasse appel au sens, à la matière, à tout ça, pour faire quelque chose qui soit de l'ordre d'un objet sensible. Un peu comme une céramique. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a un parallèle, un vrai parallèle entre l'artisanat et la presse indépendante. Parce que voilà, dans nos manières de faire, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Voilà. Et justement, voilà, tu parles de parallèle entre artisanat et presse indépendante. Donc, toi, tu te revendiques comme presse artisanale. Ouais. Comment faire ton trou? Comment te faire connaître? Comment créer ta place parmi ces gros magazines? Quelle a été pour toi la stratégie et l'axe de développement? Ben, c'est pas évident, c'est pas facile parce que quand on est indépendant, moi je suis toute seule à porter le projet, en tout cas à plein temps, enfin à plus que plein temps, mais bon, bref, voilà. Et donc c'est pas évident. Je pense que c'est important de sensibiliser à l'importance de la presse indépendante. Aujourd'hui, on est dans un système médiatique de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de conglomérats médiatiques, c'est-à-dire que c'est des grands groupes qui sont en train de racheter beaucoup de journaux, beaucoup de groupes d'édition. Par exemple, pour ne pas le citer, le groupe Bolloré est en train de devenir vraiment un espèce de monstre comme ça médiatique. C'est le mastodonte, quoi. Exactement. Et donc, en fait, c'est hyper important que les gens se rendent compte que acheter une revue ou acheter un magazine ou même soutenir une maison d'édition indépendante, ça va au-delà même de l'objet en soi. C'est-à-dire qu'on participe à un autre monde, moi je trouve, à une autre économie, à un autre commerce. On soutient des valeurs. Tout comme pour la céramie. Au final. Exactement, c'est exactement pareil en fait, c'est exactement ça. Et ouais, je trouve qu'on soutient le monde qu'on a envie de voir émerger, quoi. Donc voilà, et au niveau de la stratégie, eh ben, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Après, moi, j'ai choisi de beaucoup investir Instagram parce que je trouve que c'est une plateforme, en tout cas à l'automne dernier, quand j'avais commencé la campagne, qui résonne beaucoup avec le magazine parce que nous, on travaille avec beaucoup de photographes. Donc, oui, vous avez des photos magnifiques. Ouais, moi j'avais vraiment envie, et ça me vient peut-être aussi de Home, cette sensibilité à l'image et au beau. J'avais très envie de faire un magazine en fait où on parle d'écologie, mais aussi on parle de beau. Moi, c'est un truc qui me porte beaucoup. Et je pense que c'est pas quelque chose en parallèle qui est souvent fait. Mais pour moi, quand on parle d'écologie, on parle de la beauté du vivant, on parle voilà, des belles choses qui vont être fabriquées par des humains, des humaines. Pour moi, le beau, c'est quelque chose qui va porter, qui va être vecteur un peu de motivation. C'est quelque chose qu'on va avoir envie de protéger. Et donc Instagram, ça me paraissait une bonne plateforme pour ça, parce que beaucoup d'images. Et voilà, et ensuite ouais, c'est beaucoup de travail en amont, c'est essayer de sensibiliser justement à l'importance de la presse indépendante, essayer d'expliquer aussi les prix. Ça, c'est, je pense, une problématique qu'on a. Oui, l'artisanat, c'est pareil. Comprendre le prix d'une tasse chez des céramistes et le prix des tasses, par exemple, que tu achètes chez Ikea, il faut que les gens comprennent et une certaine démarche, sinon ils ne feront pas. Exactement. Et ce que je trouve important, par exemple, moi qui viens de la presse conventionnelle, en fait, c'est un système, il faut essayer de faire comprendre que la presse conventionnelle, c'est un système qui est financé par la publicité. Donc, en fait, finalement, alors ça dépend des groupes de presse, mais en général, le prix d'achat, disons que l'abonnement ou la prix d'achat à lecteur, il entre très peu en compte dans les budgets, finalement. C'est énormément la publicité. Donc, en fait, quand on achète un magazine lambda, on va dire, on achète... Oui, on achète les emplacements publicitaires masqués. Exactement, on achète un catalogue.
Il faut le savoir, hein, c'est pas le cas pour tous les groupes, hein. Et moi, par exemple, pour Home, on avait quand même relativement peu de publicité. Mais voilà, un magazine grand public, comme Elle ou j'en sais rien, tu as à peu près un peu moins de 50% de publicité. Et il faut savoir aussi que les contenus rédactionnels, ils sont négociés par les annonceurs. Donc, en fait, vous avez une publicité et il se peut que quelques pages après, tu retrouves une brève, voilà, un petit article sur la Oui, marque. Parce que ça a été négocié, en fait. Voilà. Donc, moi, je trouve que, voilà, pour moi, oui, c'est des propos, voilà, c'est des propos qui sont toujours orientés. Et là, toi, à travers Grain et au final, dans ce monde, on va dire, de l'artisanat, de cette démarche-là, mm, c'est c'est le fait de se trouver une voie un peu plus libre, quoi. exactement. On a une liberté de ton absolue. Donc voilà. Après, pour l'instant, dans Grain, il n'y a pas d'annonceur. Je ne me ferme pas les portes à ce que ça se fasse parce que il y a des annonceurs intéressants qui prônent les valeurs qu'on prône. Mais, euh, mais voilà, il faut savoir en tant que lecteur que quand on achète une revue indépendante et un magazine, on va dire plus conventionnel, c'est pas le même type de presse, pas le même type de système. Il faut savoir aussi que la presse conventionnelle, il y a énormément de pertes et de gâchis. Donc, en gros, la stratégie, bon, après, je ne suis pas experte en logistique de presse, mais en général, les groupes de presse, on va dire, arrosent, ce qu'ils appellent arrosent les kiosques ou les supermarchés, voilà, toutes les maisons de la presse, etc. Donc, ils envoient des magazines. Et ensuite, les magazines qui ne sont pas vendus sont rapatriés, Sont des trucs. pour souvent être brûlés. Voilà, c'est ça Ouais. hein, la réalité. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un système de surproduction. Donc on surproduit, on produit beaucoup plus que ce qu'on va vendre, ce qu'on espère vendre, mais pour être présent partout et pour pouvoir voilà, avoir quelques magazines vendus dans un point, quelques magazines vendus dans l'autre. Oui, Donc, l'habitude de vue et l'habitude, voilà, qu'on puisse voir le magazine, quoi, tout simplement. exactement. Et pour moi, en fait, c'est vraiment tout ce qui ne va pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment tout ce qui ne va pas dans notre système économique. C'est-à-dire qu'on surproduit pour ensuite détruire. Donc, la presse Donc, c'est sorti de là. indépendante, ça s'inscrit vraiment à l'inverse, quoi. C'est vrai qu'on a le même titre de presse, mais pour moi, on n'est pas du tout dans la même économie. On n'a pas du tout les mêmes budgets, pas du tout les mêmes enjeux. Donc, ouais, c'est un système, c'est un autre système. Et je pense que c'est important pour les gens qui nous lisent de comprendre ça, quoi. Mais ouais, justement, il y en a une qui met, oui, juste fou comme modèle, ouais. Que c'était, Mm. ouais, c'est fou. Totalement absurde. Tu mettais, donc là, quand on a défini donc, le titre de l'interview, on a parlé de mode de vie conscient. Mm. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est pour toi? Ouais, alors c'est pas forcément évident, mais moi, en fait, pour moi, il y a deux points importants là-dedans. Et, j'essaye d'insister là-dessus. C'est que pour moi, vivre de façon consciente, il y a deux choses. Il y a un point de vue, on va dire, individuel. Donc, c'est tout ce qu'on va valoriser comme étant la façon dont on vit, dont on se déplace, ce qu'on mange, etc. Et il y a un point de vue aussi politique, un point de vue collectif. Et pour moi, c'est hyper important de relier les deux parce que je viens d'un monde justement où, enfin voilà, d'anciens magazines où on parlait beaucoup de développement personnel, comment dire, voilà, de vie en conscience, mais c'était très apolitique. C'était très déconnecté d'une réflexion globale. Et en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment les deux points de vue. Par exemple, je prends souvent l'exemple du vélo électrique. On peut très bien avoir envie voilà, de faire l'effort justement d'abandonner sa voiture, au moins sur certains trajets, etc. Et donc, c'est super, mais en fait, s'il n'y a pas des pistes sécurisées, s'il n'y a pas des subventions pour acheter des vélos électriques, parce que ça coûte très cher, s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas donc tout un système et une volonté politique derrière, et ben en fait, on est tout seul. On est tout seul contre une méga machine et ça ne sert à rien. Donc j'insiste vraiment dans le grain de se dire que oui, il y a des choix individuels à faire. Ils sont nécessaires, mais pas suffisants.
Et surtout, il faut repolitiser cette question-là. C'est-à-dire qu'on peut autant parler je trouve, dans Grain, on peut autant parler, je ne sais pas moi, d'une cueillette sauvage, comme j'ai publié ce matin, de cuisine, de bien manger, de local, de saisonnier, etc. Et on peut aussi bien parler d'écoféminisme, voilà, de lutte sociale, etc. J'avais vraiment envie de relier les deux et de dire que tout était imbriqué et que on pouvait avoir un regard à la fois poétique et subversif là-dessus, quoi. Ok. Donc, à travers Grain, tu rencontres pas mal de nouveaux artisans, de personnes qui se reconvertissent, qui changent de voie. Ouais. Est-ce que tu vois un pattern commun? Est-ce que tu vois des traits communs à toutes ces personnes? Ben, je pense que c'est vraiment une problématique actuelle. Pour moi, c'est la recherche de sens. C'est en fait qu'est-ce qu'on décide de faire de sa vie. Et quelle vaste question. C'est pas Et, facile. et je veux pas du tout être dans l'idéalisation de ça, parce que je sais que c'est compliqué. Je pense que toi, du coup, tu dois être au cœur de ça. Il y a plein de difficultés financières d'abord. Tout le monde ne peut pas se reconvertir, ou en tout cas pas avec la même facilité. Voilà. Et ensuite, oui, cette recherche de sens, de revenir à la matière, revenir à... je pense que la céramique, ça incarne bien ça. Ouais, pardon, je t'avais entendu. De revenir aussi à du concret, à quelque chose de moins dématérialisé, un peu plus concret. Exactement, la céramique, en fait, tu te penches sur ton tour ou en modelage, et ta tasse, elle émerge, on va dire, si tu fais une tasse, elle émerge assez rapidement. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de très concret, en fait, de voir ce qu'on fait. Et c'est vrai que ça s'oppose, je pense, à tout ce qu'on appelle les bullshit jobs. Donc, en gros, tous ces métiers où on fait des choses, mais on ne sait pas vraiment ce que ça donne comme résultat final. Tu vois pas la finalité, quoi. Tu es une partie, Exactement. une partie du tout, quoi. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est ça, la quête de sens et le retour à la matière. Je pense qu'on a besoin de refaire des choses avec nos mains, avec nos corps, avec nos sensibilités, avec notre créativité aussi, quoi. Je pense que c'est ça. Ok. En tout cas, moi, et donc, justement, là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui... donc, les néo-artisans quittent souvent les villes pour revenir vers les campagnes. Qu'est-ce qui est, à ton avis, recherché dans cette délocalisation, tu vois, dans le fait de... Ouais, bah ouais, ça c'est vraiment c'est aussi une vraie question. Moi, je suis très caricaturale de ça parce que je suis partie de Paris au moment après le premier confinement, avec justement cette envie de partir de la ville. Et je pense que c'est de se rapprocher. Je pense que c'est de se rapprocher d'une vie plus près du vivant, de la nature. Ça, je pense que c'est la chose numéro un. Et ensuite, dans cette idée de vie consciente, je pense que c'est de retrouver de la lenteur, de retrouver du calme, chose que dans la frénésie de la vie en ville, on n'a pas forcément. Je trouve qu'en ville, on se croise beaucoup, mais on vit peu de moments de partage assez longs. On est sur des temps très courts. Hein. On se voit le soir pour un apéro, tu vois, ça dure 1 heure, ou en soirée, voilà. Ou pour un café, vite fait, entre deux rendez-vous. À la campagne, quand on est à la campagne, par exemple, quand on accueille des gens, c'est sur des temps très longs. Oui, déjà ils viennent, quoi. Donc déjà il faut qu'ils fassent la démarche de venir. Exactement. Ça prend un petit peu de temps, donc oui, ça dure plus. Ouais. Tu peux approfondir. Ouais, exactement. Donc, ouais, je dirais ça, se rapprocher du vivant. Moi, par exemple, j'ai la chance d'habiter en bord de mer. Donc, c'est incroyable. Enfin, la vie, elle change du tout au tout. C'est totalement différent. Et est-ce que ça a été difficile pour toi, d'ailleurs, ce changement de vie, de passer de la ville à la campagne? Alors, moi, je suis née à la campagne. Donc, jusqu'à mes 18 ans, j'étais vraiment au milieu de nulle part. Donc, je sais ce que c'est la vie à la campagne. Et étonnamment, quand j'ai grandi, j'étais très en révolte contre ça. Enfin,
Je voulais absolument rejoindre la ville, coûte que coûte en fait. Et j'ai passé quand même toute ma vingtaine en ville. Je pense qu'il y a un moment aussi où on a envie d'autre chose, on est prêt pour autre chose. Donc je pense que c'est une question de timing. Et puis non, je ne pourrais absolument pas revenir habiter en ville. C'est impossible. À chaque fois que je reviens à Paris, par exemple, je mets quelques jours à m'en remettre quand je reviens. Trop d'agitation, trop de bruit. Je pense que quand on est en ville, on ne se rend pas forcément compte, en fait, Mais du bruit. je pense que comme pour tout, l'homme est bien fait. Et au final, tu t'habitues, tu peux t'habituer à tout. Mm. Et après, soit tu trouves ton compte, et donc Ouais, c'est parfait. Et le jour où ça déborde, là, tu te poses des questions, quoi. exactement, ouais. Mais je pense qu'il y a un timing pour tout. Et après, il ne faut pas sous-estimer nos métiers, quoi. Je veux dire, c'est quand même ça qui fait que on arrive à partir plus ou moins facilement. Donc, Oui. voilà. Donc, tu croises des gens, donc différents parcours. Et il y a aussi cette question qui est soulevée dans différents métiers, donc la place des femmes. Ouais. Euh, Au niveau de l'artisanat, est-ce que tu as fait un constat particulier? Est-ce que c'est plus difficile de se placer en tant que femme? Est-ce que tu retrouves toujours ce décalage-là ou est-ce que Mm. c'est plus atténué? Mm. Alors, j'ai pas fait un constat particulier, mais en tout cas, nous, dans le grain, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en avant le plus possible le travail des femmes. Donc, moi, j'ai décidé dès le départ, si je parlais d'hommes, il fallait que ce soit des hommes, on va dire, déconstruits, on va dire, qui ne véhiculent pas, en tout cas, des clichés de masculinité un peu toxiques ou ce genre de choses. Mais je pense que alors je sais pas, mais je pense que c'est peut-être plus compliqué pour une femme au niveau de sa communication, de mettre en avant son travail. On a toujours, je pense qu'on a tous ce sentiment un peu de syndrome de l'impostrice, moi j'appelle ça, parce que je trouve que c'est quand même très féminin, cette idée de ne pas sentir légitime, de ne pas se sentir suffisamment bonne ou douée pour montrer ce qu'on sait faire. Donc, je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il y a du travail à faire. Mais, Ah, mais je suis d'accord avec toi. mais voilà. Et là, c'est pareil. Pour moi, c'est pas qu'un problème individuel, en fait. Il faut pas se flageller et se dire, oh là là, non seulement j'ai pas confiance en mon travail, mais en plus, je suis un peu, je m'embourbe un peu là-dedans. En fait, le problème, il est collectif. Hein. Je veux dire, on reçoit des injonctions depuis qu'on est petite à se faire petite, à ne pas prendre trop de place, à ne pas parler trop fort, voilà, à ne pas se tâcher, à ne pas, enfin voilà. Donc, donc voilà, c'est tout un Et, ensemble et- de comportements. oui. Et après, il y a aussi l'autre versant. Ça, on en avait évoqué une fois. Moi, j'organise aussi des lives groupés. Il y a plusieurs personnes qui interviennent. Et j'avais reçu 3 céramistes mamans. Donc, le fait, en fait, aussi de rajouter après ce paramètre de maman dans la création et dans le temps et dans Mm. aussi le retour que les gens ont de soi en tant qu'artiste, parce qu'on est maman, parce que l'art passe peut-être au deuxième plan. Il y a aussi un autre travail à faire là-dedans là-dessus qui est aussi un peu difficile, tu vois, tout comme le fait d'avoir confiance en soi. Bien sûr, ouais, je suis totalement. Alors moi, je suis pas maman personnellement, mais autour de moi, il y a des mamans et en fait, la charge. On en avait parlé dans un live qu'on avait fait pour Grain, la charge mentale. Donc ça, c'est vraiment un truc assez dingue quand même, qui se rajoute en plus à ça, quoi. Clairement, en fait, il y a plein d'études qui montrent que les femmes font encore beaucoup plus de tâches ménagères et en plus ont cette charge mentale. Donc Oui, là, il y a aussi ce qu'on appelle aussi une charge environnementale, c'est-à-dire que c'est aussi montré statistiquement que c'est les femmes au sein des foyers, en tout cas dans les couples hétérosexuels, qui prennent en charge justement les changements d'habitude dans les foyers. Donc tout ça accumulé, ça fait aussi que eh ben, il y oui, a des luttes. ça fait beaucoup, quoi. Ça fait Voilà, beaucoup il pour y une a des seule. luttes politiques à mener derrière. Enfin, je pense aussi que
je pense aussi que c'est pas de l'ordre de l'individu. Alors bien sûr, dans son couple, ou pas dans son couple d'ailleurs, Oui, quand on est seul, on peut faire des ajustements, mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact, je ne sais pas moi, d'une politique sur la distribution, je ne sais pas, déjà une politique salariale, une politique sur les subventions, enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place et, euh, et je pense que c'est pas seul qu'on va avancer en tout cas. Je pense que les mentalités ont beaucoup changé, mais la politique a besoin de rattraper ça, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. Autre tabou, celui, justement, tu l'as évoqué en tout début d'épisode là, de l'argent, Ouais. de se reconvertir, mais d'arriver à vivre aussi de son choix. Dans les différentes rencontres que tu as fait, est-ce que ces nouveaux artisans arrivent au final à vivre, quoi, ou est-ce que c'est Mm. compliqué? Alors, moi, dans les personnes que j'ai rencontrées, oui. La plupart du temps, en général, quand je les rencontre, elles ont quand même déjà une année ou deux d'activité, donc c'est pas vraiment les tout débuts. Alors je sais pour la céramique, en tout cas, beaucoup me disent que si elles arrivent à en vivre, c'est aussi grâce aux cours qu'elles donnent. En tout cas, c'est un point que j'avais vu, qui veut aussi dire, j'imagine, de la disponibilité en soirée, en week-end, qui n'est pas forcément évident et compatible avec une vie de tous les jours. On a envie en fait de garder du temps pour soi. Et ça, c'est un sujet qu'on met aussi en avant dans le magazine. C'est l'importance du repos. C'est le fait que notre société est produit beaucoup d'injonctions sur la productivité. Donc ça, en tant que nouvelle entrepreneuse, c'est aussi quelque chose que je constate. C'est énormément de travail et en effet, l'indépendance financière, elle met quand même quelques temps à se mettre en place. Donc, moi, en tout cas, dans les parcours que j'ai croisés, voilà, je pense que c'est possible d'en vivre. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger le travail sur la communication. Ça me paraît vraiment fondamental. Et moi, en tant que journaliste, si je peux peut-être donner un conseil à des jeunes céramistes qui se lancent, c'est de ne pas minimiser l'importance de la valorisation de leur travail. C'est-à-dire, si par exemple, moi, je devais me reconvertir un jour, je pense que je ferais appel, par exemple, à une photographe ou à une amie ou à un ami qui ferait de la photo et je les ferais venir pour faire des photos de mon travail. Parce que je pense que c'est hyper important. En fait, on peut avoir on peut faire du très bon travail. Ah, mais j'en S'il suis n'est pas mis persuadée. en avant, en fait, il passe sous le radar de la presse, mais il passe sur le radar aussi des éventuels clients, quoi. C'est ça, et je pense il y a beaucoup de céramistes, tu vois, qui le mettent au second plan parce que c'est moins Mm. technique, c'est moins valorisant, peut-être que. Ouais, Mais oui, en fait, il faut savoir montrer son travail et ouais. prendre des photos. Quand on est céramiste, on n'est pas forcément photographe ou autre, et puis même pour se prendre en photo quand on tourne ou quand on est en train de Mm. même faire, c'est quand même très compliqué. Ouais. Je sais que par exemple, faire venir un photographe ou une photographe, ça peut être un budget un peu intimidant. On se dit, oh là là, mais est-ce que j'ai de l'argent à gâcher, entre guillemets, là-dedans? Mais moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Une fois on a quand même des pièces, enfin, vraiment, faire venir un photographe et leur dire, voilà, j'ai besoin de contenu pour tous mes supports de communication. Voilà, chacun a son métier, hein, je pense vraiment, et je pense que c'est vraiment assez important, ouais, quand on démarre. Ok. Euh, on va arriver en fin de ce live. Avant de conclure, est-ce que tu peux nous partager, toi, les prochaines actus du magazine? Justement, on a eu des questions pour savoir où retrouver ce magazine, comment se le Ouais. procurer, et savoir si tu prévois un prochain tome pour l'automne-hiver. Ouais, alors là, du coup, on a sorti notre deuxième numéro il y a quelques mois. Donc, c'est un numéro qui est thématisé sur la joie. C'était hyper important pour nous de mettre ce thème-là en avant
parce que quand on parle d'écologie aujourd'hui, en tout cas dans les discours médiatiques, il y a beaucoup cette idée de sacrifice, de renoncement, cette image très négative, on va dire. Alors, qui je pense est véhiculée volontairement par beaucoup de personnes très conservatrices qui ne veulent pas que ça change. Mais c'était important pour nous de dire qu'en fait, changer ses habitudes de vie, aller vers un mode de vie plus conscient de ce qu'il y a autour de nous, enfin du monde dans lequel on vit. En fait, c'est hyper joyeux, quoi. C'est hyper, ça amène énormément de bien-être. Je ne connais pas une personne qui a changé ses habitudes de vie qui regrette. Enfin, je veux dire, je pense que ça n'apporte que des choses joyeuses. Et puis collectivement aussi, se dire qu'on essaie de retrouver du lien, on essaie de réinventer la façon dont on vit tous ensemble. Je pense que c'est hyper joyeux. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie de faire ce numéro. Et au niveau des prochains, donc le magazine, il est disponible en ligne sur notre site. Donc, c'est très simple. Voilà, pour l'instant, on a que ce numéro-là parce que notre premier numéro a été sold out. On n'en a plus du tout. Et on est distribué chez un certain nombre de distributeurs. Donc, ça va être des concept stores éco-responsables, des librairies indépendantes, des cafés indépendants. Voilà, toujours dans cette idée d'être distribué dans un, on va dire, dans un secteur de distribution toujours indépendant. Et donc, on est en train de préparer le 3e numéro, là, qui va sortir à la mi-novembre. Et ce sera un numéro qui sera thématisé sur l'imperfection. Et donc là, c'est pareil, en fait, à chaque fois, on a ce thème central qui nous permet de tricoter et de détricoter beaucoup de sujets, soit aussi bien très accessible. En fait, Grain, pour moi, je voulais que ce soit un magazine très ancré dans la vie quotidienne, dans le réel. On a des recettes, on a des portraits, on a des décryptages, on a des essais, on a des séries photos. Et en fait, par exemple, avec ce thème, c'est l'idée d'aller chercher tous ces sujets sur l'imperfection. Alors, bien sûr, de les relier à l'écologie, mais aussi comment est-ce qu'on accepte l'imperfection dans sa vie quotidienne, comment est-ce que justement on arrive à la voir avec un autre regard. Et voilà, et je suis en train de relire là, donc il y a énormément de sujets hyper intéressants, je pense. Et je suis très contente de lancer ce numéro et on va beaucoup parler d'artisanat dedans, en particulier. Ah, super. Ouais, on va beaucoup parler d'artisanat et justement l'importance de l'artisanat. On va parler notamment d'un penseur britannique qui s'appelle William Morris. C'était lui qui a été à l'origine de la valorisation de la céramique et tout. Exactement. Avec le mouvement, c'était quoi? C'était le mouvement Art and Craft. Art and Craft, ouais, exactement. Et en fait, pareil, en fait, ce penseur qui était un intellectuel, mais aussi un faiseur, c'était un chef d'entreprise, il a mis en avant cette idée selon laquelle c'était aussi important dans un système marchand, la façon dont l'objet était fabriqué, donc le bien-être que ça pouvait apporter à la personne qui fabrique, de faire un objet de sens, que à la personne qui achète. Et en fait, super. Voilà, ce qu'il explique, c'est ça, c'est qu'on a besoin de retrouver un système marchand où les objets qu'on produit sont bien produits, mais dans les deux sens. Voilà, que ça apporte du bien-être à la personne qui produit et que ça apporte du sens à la personne qui achète. Donc, c'est vraiment passionnant. Ouais, je le dirai avec plaisir. Ouais, ça va être top. Pour terminer, est-ce que tu peux nous citer 2 personnes, donc ça peut être de différents thèmes, qui t'inspirent? Ouais, alors j'ai un exemple tout trouvé par rapport à la question précédente. Moi, j'ai travaillé sur les 2 premiers numéros de Grain avec Madeleine de la Lune Décoration. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais en fait, c'est une boutique, à la base, c'est une boutique en ligne d'objets d'artisanat et d'art. Et Madeleine, avec son compagnon Mehdi, elle vient d'ouvrir une boutique en Bourgogne qui s'appelle La Lune. D'accord.
Je suis très admirative du travail qu'elle fait parce qu'elle a pris le parti de développer des collaborations avec des artisans en Bourgogne, en Bien, en France. plus là-bas, c'est vraiment une terre à céramique là-bas, la Bourgogne, quoi. Il y a énormément de céramique. Exactement, ouais. Et, euh, et je suis très admirative parce qu'elle fait ça avec beaucoup d'éthique, beaucoup de sensibilité. Et, et voilà, elle a pas pris un chemin facile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boutiques de décoration qui choisissent de revendre des marques manufacturées. Et là, en fait, n'importe lequel objet que vous trouverez chez Madeleine, c'est un objet de sens, quoi. Il y a une histoire derrière, il y a une façon de faire derrière. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'elle met tout le temps en avant, mais pour savoir comment elle fait les choses, je sais qu'elle les fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de conviction et beaucoup d'éthique. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Ok, ben, super. Ben, super. Et ben, en tout cas, ben, merci pour tout. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ben, on attend avec impatience le prochain numéro et surtout le petit topo là sur Philippe Maurice et sur ouais, William Morris. voilà, William Maurice plutôt. Et donc, ouais, ce sera top. Et ben, en tout cas, merci à toi. Bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup, Sarah, pour l'invitation. C'était super. Avec plaisir. Au revoir. À très vite.